Bonjour à toutes et à tous. La Coupe d'Or est le premier livre qu'a publié en 1929 John Steinbeck, alors âgé de 27 ans. L'œuvre est difficilement classable. On peut croire qu'il s'agit d'une biographie du pirate Henry Morgan, personnage historique. Mais c'est beaucoup moins simple que cela. On hésite entre roman initiatique sur le sens de la vie, aventure picaresque, démonstration de l'inanité des choses, tentative de prouver que les pirates qui ont fait rêver tant de gamins de lecteurs n'étaient que de pauvres types pas très malins. Ainsi, dans ce roman, nous suivons toute la vie d'un ado attardé du 7e siècle qui, élevé au sein d'une famille aisée mais dominée par sa mère, n'a guère qu'une idée ou deux dans le crâne. Notamment l'idée fixe d'aller courir l'aventure aux Antilles, pour y trouver gloire et fortune, avant de revenir cueillir l'amour au pays. Mais notre embarqué volontaire se heurte évidemment au principe de réalité, une fois arrivé aux Antilles. Si la traversée se passe bien, il est vendu comme serviteur pour 5 ans par le capitaine, avant même d'avoir quitté le navire. Avant ce terme, il aura trouvé à s'embarquer, cette fois comme boucanier, pour apprendre à mener navire et hommes. Et les années passent, à la poursuite de ses chimères. Il vieillit sans guère mûrir, tout en devenant craint, respecté, aimé. Le roman est rythmé par la manière dont il raconte les aventures que nous lui avons vu vivre, embelli par les ans à chaque récit, que ses interlocuteurs le croient ou non. Après avoir rencontré le roi Charles II, roi d'Angleterre, et été anobli, il mourra dans son lit, riche et tout autant insatisfait qu'au premier jour. Quand on parcourt cette œuvre, on n'y retrouve guère le Steinbeck écrivain réaliste que l'on connaît. Vers le milieu du XVIIe siècle, un garçon de 15 ans, Henry Morgan, natif du pays de Galles, s'embarqua sur un vaisseau qui allait à la Jamaïque. Il rêvait d'être le plus grand corsaire d'Angleterre. Sa volonté de fer lui permit de devenir le boucanier le plus terrible et le plus glorieux qu'on vit jamais à l'île de la Tortue et à la Gonâve. À 30 ans, pour couronner ses exploits, il résolut de prendre d'assaut la Coupe d'Or, Panama, la puissante ville espagnole. Mais le désir de la gloire est comme le désir de la lune. Pour l'éprouver, il faut garder une âme d'enfant. Après avoir conquis et incendié Panama, l'âme enfantine d'Henry Morgan l'abandonna. Et quand plus tard il revint, vice-gouverneur de la Jamaïque, chargé d'honneur et de fortune, il n'était plus qu'un homme qui s'ennuyait et craignait les scènes de ménage. John Steinbeck adorait créer des contacts, mais pas être le centre. Être en retrait lui permettait de garder son indépendance. Mais disons-le, il n'était pas très charismatique. Son discours d'acceptation du Nobel est brillant, mais on voit qu'il préfère l'ombre. Loin de vivre un déclin au moment où il reçoit ce grand honneur, Steinbeck continue d'apporter une contribution positive au monde des lettres et au monde en général. Dans ce roman, il dénonce le matérialisme et l'immoralité. Que tout cela soit normalisé, il en était découragé, même s'il démontrait un certain optimisme. Ce livre, l'universitaire le considère comme étant toujours d'actualité, surtout pour les jeunes lecteurs, car l'auteur dénonce la richesse acquise trop rapidement, de même que le vedettariat. D'autres préfèrent revenir encore et toujours au raisin de la colère. Même Bruce Springsteen s'est inspiré de ce puissant roman sur la Grande Dépression pour son album The Ghost of Tom Joad, du nom du héros incarné à l'écran par Henry Fonda, paru en 1995. C'est un grand album en parfaite cohérence avec Steinbeck. Même le groupe Rage Against the Machine a repris la chanson titre, c'est d'un tout autre registre, avec plus de bruit. Mais le discours politique demeure le même. Dans son journal, en 1938, John Steinbeck semblait le résumer ainsi. « Essayez de vous comprendre les uns les autres. On ne peut haïr les hommes une fois qu'on les connaît. » Si le succès professionnel est au rendez-vous, son mariage, lui, se délite. Il divorce en 1943 pour épouser Gwyn Conger, une jeune chanteuse. À peine remarié, il s'embarque pour l'Europe où la guerre fait rage.
ce conflit confirme sa vision pessimiste de l'humanité. Dès son retour, et malgré la naissance de 2 fils, sa vie conjugale tourne au désastre. Steinbeck s'échappe en écrivant « La Perle », rue de la Sardine. À nouveau divorcé, il rencontre Elaine Scott, qui lui apporte la stabilité qu'il recherchait. En 1952 paraît À l'Est d'Éden, qui déroute la critique par sa complexité, mais rencontre un grand succès auprès des lecteurs. En 1962, le prix Nobel de littérature couronne son œuvre. Malade, épuisé, il meurt à New York le 20 décembre 1968. Ses cendres sont déposées dans le caveau familial à Salinas. La Coupe d'Or n'est qu'une longue vie romancée de Sir Henry Morgan, pirate anobli par le roi Charles II. Ce sont d'abord ses années d'enfance dans les brumes du pays de Galles, entre sa grand-mère Gwenlliana, qui jouit du don de seconde vue, et le mystérieux vieillard Merlin, autrefois poète, aujourd'hui reclus dans sa maison emplie de harpes. L'enfant rêve d'aventures que son aïeul lui confirme comme faisant partie de sa destinée. Et il s'embarque sans savoir que le capitaine se livre à la traite des esclaves. Il est vendu à la Barbade, d'où il s'en va quelques années plus tard à la conquête de Panama, qu'on appelait alors la Coupe d'Or. Il n'a pas tardé à devenir le chef des corsaires, mais il n'aura de paix qu'il n'ait conquis cette ville fameuse, non pour les richesses qui s'y trouvent, mais parce qu'une femme y habite, la Santa Roja, si belle que l'imagination se refuse à la concevoir. Et, comme Geoffroy Rudel, il entraîne ses flibustiers à la recherche de sa princesse lointaine. Le siège est rude, et la Santa Roja n'est qu'une femme comme les autres, dont la capture n'est qu'une désillusion. Telle est, dans ses grandes lignes, cette histoire riche en éléments romanesques. Fort bien amenée par l'étrange atmosphère de la campagne galloise, elle s'alourdit un peu à mesure que le récit s'allonge. Mais il y a de la couleur. Des scènes de cruauté traitées avec un réalisme vigoureux qui ne nuit pas au ton un peu conte de fées, d'où le roman tire son plus grand charme. L'œuvre de Steinbeck est avant tout l'œuvre d'un romantique et d'un poète à sensibilité aiguë, mais tenu correctement en laisse, ainsi qu'il sied à tout anglo-saxon de notre siècle. Sa poésie n'éclate pas, comme celle de William Faulkner, en formules magiques, en cascade d'images rutilantes et farouches. Elle est d'une nature plus franche, plus délicate et plus intime aussi, et beaucoup plus loyale. Steinbeck joue toujours franc jeu et se montre sans voile. De sa sensibilité refoulée naît le désir d'évasion, qui, sous des formes diverses, agite tous ses personnages. C'est l'esprit d'aventure qui met Henry Morgan à la tête des Frères de la Côte, qui suggère à Joseph Wayne de quitter le Vermont paisible et sûr pour la Californie incertaine, qui stimule le zèle de Mac, qui fait errer George et Lenny sur les grandes routes. À la base de cette inquiétude, il y a le rêve. Pour Henry Morgan, c'est la Santa Roja. Pour Joseph Wayne, la communion avec la terre. Pour Danny et ses amis, les fantaisies miraculeuses qui embellissent leurs existences sordides. Pour Mac, la République des travailleurs. Pour George et Lenny, la petite ferme et les lapins soyeux. Et la fin de ses rêves est toujours une désillusion. La Santa Roja ne diffère pas des autres femmes. La terre aimée de Joseph Wayne se dessèche et lui boit le sang. Le paradis communiste de Mac recule à l'arrivée de la police. Et Lenny meurt, les yeux ravis par la vision de ses lapins. Le petit Jody lui-même, si jeune pourtant, comprend, après la mort du poney rouge et de Nellie, que Billy Buck, malgré toute son autorité, n'a pas le don de conjurer le mal. De là l'impression de profonde solitude qui plane sur tous les héros de Steinbeck. « Les types comme nous, y a pas plus seuls au monde, dit George à Lenny. Jouets de leurs rêves et déçus par eux, ils s'en vont. Tels ces épaves qui partent à la dérive après qu'a disparu ce qui était leur raison d'être et leur support. » Le monde de Steinbeck est un monde cruel qui justifie un pessimisme né d'une sensibilité trop aisément froissée et qui, au moment de révolte, frôle parfois la morbidité.
Il aime peindre les déshérités, les monstres et les fous. Il affectionne les scènes d'horreur et de brutalité. Mais, à la différence d'Ernest Hemingway, il ne se permet pas de violence gratuite et ses héros n'ont rien du matamor. On ne trouve pas non plus chez lui le macabre burlesco-sensuel d'Erskine Caldwell. En revanche, il sait envelopper ses pages les plus atroces dans une atmosphère de conte fantastique où l'on peut déceler la trace de ses attaches irlandaises. Jamais il ne manque de laisser entrevoir, à travers un idéalisme vivace, encore qu'éternellement blessé, une tendresse de bon samaritain envers ses compagnons de misère et de rêve dans cette vallée de larmes. Et cette sympathie constante n'est pas le moindre agrément d'ouvrages qui, par leurs autres qualités, d'un ordre moins subjectif, méritent qu'on les signale sans plus tarder à l'attention des lecteurs étrangers. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.